Bonjour à tous et bienvenue sur Made in Talk. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, étudiant, futur médecin, mais également ami, venu pour partager son expérience avec nous. Si vous ne connaissez pas encore Antoine, vous devez au moins l'avoir croisé sur le campus d'Alma, dans les amphithéâtres ou sur les réseaux sociaux. Il est toujours au taquet pour une blagounette, toujours de bonne humeur, et avec son énergie, il met sûrement des paillettes dans vos vies. Membre et trésorier d'un des plus prestigieux cotes à projet d'Alma, Antoine dirige les finances du chef cote avec expertise. Il est capable de négocier des repas gastro à 5 € et des rachets intercap de qualité. Plein d'énergie, il combine très bien les études de médecine et les passe-temps les plus divers. Dans ce podcast, Antoine nous partagera son expérience de capiste, nous parlera de sa carrière d'acteur à la revue Médecine, et si vous restez bien jusqu'à la fin, vous connaîtrez sa célèbre phrase pour trinquer. Alors, si vous voulez mieux connaître notre invité du jour, je vous laisse avec l'échange que j'ai eu le plaisir de faire avec El Tonio. Bonjour Tonio, merci d'avoir accepté mon invitation sur Made in Talk Bonjour Johanna. et de partager ton expérience d'étudiant. Peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Alors, moi c'est Antoine, j'ai 23 ans et je suis étudiant en 5e année en médecine ici à l'UCL Saint-Luc-Bruxelles. Waouh, quelle belle présentation. Qu'est-ce qui t'est passé par l'esprit il y a 6 ans quand tu t'es inscrit en médecine ? Je me souviens à l'époque, moi j'hésitais entre faire la politique extérieure, donc faire tout ce qui est consulaire, diplomate, ambassadeur, etc. Et la médecine. Et je me souviens, on avait eu l'occasion à l'école à l'époque de faire un petit stage professionnel comme ça. Et je l'avais passé chez le consul de Belgique à Cologne en Allemagne. Et c'était vraiment génial, mais j'ai compris là que c'était pas ce que je voulais faire. Et quelques semaines plus tard, j'ai fait les cours ouverts en médecine à l'UNAMUR. Et là, j'ai directement été passionné et je me suis inscrit en médecine. Waouh. Et pourquoi la politique ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans ? Moi, j'aime bien le côté social et je suis vraiment très très patriotique par rapport à la Belgique. Et du coup, représenter mes couleurs, être un représentant de la Belgique à l'étranger, avec un certain statut, ça me plaisait beaucoup. Et puis avec le relationnel, moi j'aime bien aussi. En tout cas, je suis sûre qu'avec tes passions, tu seras un as de la communication. J'espère le rester. Et de la communication et de la relation. Qu'est-ce que tu dirais à l'Antoine d'il y a 6 ans ? Quel conseil lui donnerais-tu ? Je lui dirais... Fonce. Fonce mon gars. C'est ta voie et c'est la bonne. Franchement, parce qu'il était un peu hésitant au début, surtout qu'il avait beaucoup de mal. Parce que à l'époque, j'avais un énorme retard, parce que j'étais en sciences très faibles à l'école. Et donc je nageais vraiment, et j'ai toujours douté pendant la première année. Et c'est vraiment avec le concours, en fin de bac 1, en ayant réussi, que je savais que c'est ça que je voulais faire. Parce que dans l'attente des résultats, c'est là que je me suis rendu compte que je voulais rien faire d'autre. Et alors, est-ce qu'il y a des exemples dans ton entourage ou dans ta famille qui ont fait la médecine ou qui t'ont inspiré ? Ouais, tout à fait. Pas dans ma famille, mais j'avais une de mes toutes bonnes copines, qui l'est toujours d'ailleurs, qui elle était 1 an au-dessus de moi et était en médecine à l'UNAMUR. Et c'est avec elle elle m'avait invité à aller avec elle au cours ouvert à l'époque. Et ouais, c'est elle qui m'a inspiré, c'est grâce à elle que j'ai franchi le pas. Quel type d'écolier est-ce que tu étais ? Moi j'étais... J'avais facile à l'école, mais je ne faisais rien pour réussir, parce que j'étais vraiment, vraiment très paresseux. T'étais dans une petite école ou dans une plus grande ? Une grande école. Ben, à l'échelle rurale, parce que je viens de la campagne. Mais quand même une école de 1000 élèves, ouais. Et donc tu ne préparais jamais tes examens ou tu ne préparais jamais tes contrôles à l'avance, je suppose ? Si, mais c'était vraiment du last minute, et j'allais pas mettre toute mon énergie dedans. D'accord, donc tu profitais de la vie. On peut dire ça, mais je m'en rends surtout compte maintenant, avec du recul, que ouais, j'ai bien profité. Et du coup, quand tu es rentré en médecine en première année, comment est-ce que tu as senti le changement par rapport au secondaire ? Oh, il a été rude. Franchement, j'ai eu très très difficile, parce que j'avais gardé mes habitudes de secondaire, et la transition a dû être radicale. Elle m'a pris beaucoup de temps d'ailleurs, hein, parce que pour raison de santé et à cause de ça, j'ai dû faire 2 bacs. Est-ce que ta méthode de travail, tu l'as apprise durant ces années de bac 1 ou alors tu... Tout à fait, et je dirais même plutôt encore après, plutôt en bac 2. Ouais, bac 2, je crois que j'ai attrapé le train en bac 2. Au-dessus de bac 2. Et qu'est-ce que tu faisais ? C'était quoi une journée type pour toi, par exemple, en médecine ? Pendant le quadrille, Oui. moi j'aime bien aller en cours, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et moi j'ai besoin d'aller en cours pour avoir une première fois la matière, et c'est tout en fait. Hein.
Je ne travaillais pas spécialement pendant le quadri, mais le blocus, je me donne à fond. Ah Et, oui. les quelques week-ends d'avant le blocus, Tu es focus. là aussi, je fais des mini-blocus de 2 jours, les 2 week-ends précédents, le blocus. Quel était ton cours préféré pendant le bachelier? En bac 1, la première année, ce n'était pas les 3 sciences, parce que je ramais trop au début, mais note bien, en fin de parcours de bac 1, quand tu commences à comprendre, là j'ai commencé à plus les apprécier. Et c'était quoi que tu appréciais plus, la physiologie, l'anatomie Alors oui, justement, ou la pharmaco? voilà, j'y venais, c'est que les 3 sciences, c'était pas ce que je préférais Mhm. au début, puis je les ai bien aimés. Mais je crois que ce que j'ai le plus aimé comme premier cours en médecine, c'était le cours d'anatomie. Et pourquoi? Parce que ainsi, je voyais vraiment comment était le corps humain Mhm. et comment il marchait grâce aussi à la physiologie. Et puis aussi parce qu'il y avait l'emblématique personnage qui donne le cours d'anatomie, la terreur de Namur, le célèbre professeur Pierre Gard. Mais est-ce que finalement tu as tiré des leçons par rapport à cette emblématique personne? Ou c'est juste. Ouais, je dirais qu'il m'a inspiré aussi. C'est pas seulement les cours d'anatomie descriptive qui t'ont. Non, mais là, je les aimais fasciné. beaucoup aussi parce que j'ai une mémoire vraiment fort visuelle. Mais j'aime bien voir la physionomie des personnes, comparer un peu. Ton prof préféré, c'était donc Monsieur Garin. Moi, je dirais qu'au début, là, moi, ça devait être Gard. J'aime bien aussi Jadot, mais c'est plus particulier. Comment est-ce que tu es passé par ces oraux? Comment je suis passé par ces oraux? Oui, comment tu es passé par ces oraux? Les examens d'oraux, les oraux d'anatomie, les examens. Hein. Oui, tout à fait. Ouf. Raconte-nous. Ça, c'était une grosse dose de stress, ça, je me souviens. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne voulais absolument pas les avoir en seconde session, parce que ce serait de nouveau une grosse dose de stress supplémentaire. Du coup, j'avais préféré faire des choix. J'avais skippé d'autres examens de cette session-là pour avoir un max de temps pour le premier oral en question, et ça s'est bien passé. La première fois était plutôt correcte, mais la deuxième fois que je l'ai vu, disons que je manquais un peu de structure, peut-être comme ici aujourd'hui. Donc il me criait beaucoup dessus, il me disait de recommencer avec une vraie structure, etc. Je ne suis jamais arrivé. À chaque fois, je disais quelque chose, puis j'avais autre chose qui me venait en tête, je le disais vite, mais donc du coup c'était un vrai kramoucha, Et, sans queue ni tête. et malgré ça, tu as réussi. Waouh. Ouais, Félicitations. merci. Ton endroit préféré du campus de Namur, ce serait quoi? Sur le campus de Namur, si c'est pour faire la fête, je trouve que le meilleur endroit, ce sont les soirées qui se font à l'Arsenal. J'aime beaucoup l'intérieur de l'Arsenal pour les soirées. D'ailleurs, c'est un monument classé. Hein. C'est vrai. Construit par qui? Vauban? Non, ça, non. Si. Si, c'est lui. C'est par Vauban, oui. Wow, l'architecte de la citadelle. Oui, tout à fait. Hein. Quelle est la clé du succès pour un bon bachelier? Je sais pas si je suis la bonne personne pour cette question-là, étant donné que j'ai un peu traîné, mais Non, mais tu l'as quand même réussi, donc c'est tout en ton honneur. je pense que ce que j'ai appris comme leçon, c'est que c'est important de se faire un bon entourage, d'avoir beaucoup de monde autour de soi, qui soit dans ton année ou dans l'année au-dessus, et d'ainsi avoir leurs conseils, leur aide, et ouais, donc c'est ça, je dirais que c'est Bien s'entourer. d'être ensemble, d'être unis pour avancer. En fait, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'on apprend pendant le cursus qu'un étudiant en médecine est très empathique au début et l'est de moins en moins au fil du cursus. Et je suis d'accord avec ça, je le constate moi-même, sur moi-même et sur les autres. Et je dirais que c'est justement ça qu'il faudrait essayer de le plus préserver. Mhm. Mais il faut essayer de rester le plus humble et le plus empathique possible. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? 5 ans. J'ai 23 ans, j'en aurai 28. En assistanat ou déjà médecin. Moi, je me vois bien, si j'étais amené à faire la médecine générale, à la faire en milieu très rural. Peut-être pas en maison médicale, mais en tout cas associé à d'autres généralistes. En tout cas, pas tout seul. Mais certainement dans un endroit reculé. Où je peux faire de la médecine et un peu de guerre. Et pourquoi reculer? C'est justement le fait d'être loin d'un hôpital et de devoir faire plus d'actes qui m'intéressent. Donc ça te passionnerait plus de pratiquer Voilà. dans la campagne. Faire moi-même des sutudes, même des petites chirurgies, et je compte bien me former pour ça. Parlons des activités que tu peux faire en médecine, en bachelier. Et je sais que tu as été un grand adepte de la revue médecine à Namur. Tout à fait, ouais. Et j'aimerais bien d'abord que tu nous expliques ce que c'est la revue médecine. La revue médecine, eh bien, comme toute revue universitaire, on a surtout ça dans les universités catholiques, donc Louvain-la-Neuve et Namur. Mais ça commence à venir un peu à Liège et à Mons, il me semble. Et en fait, le principe, c'est quoi? Les élèves font une satire de leur professeur qui monte en spectacle devant les autres étudiants. À Namur, on fait ça, et c'est de manière très hiérarchisée, avec plusieurs équipes. Les étudiants font tout. Il y en a qui s'occupent
de la musique, d'autres du script, des décors, les acteurs, des vidéos, de la publicité, les médias, et j'en passe. Tout ça est supervisé par le comité et un président. Moi, j'avais choisi de faire à l'époque l'équipe acteur pour faire ça une seconde année et en devenir le délégué pour m'occuper d'eux. Donc tu es monté sur scène 2 fois, Tout à fait. 2 années consécutives. Et pourquoi l'équipe acteur? Pourquoi avoir fait acteur? Eh bien, tout simplement parce que c'était mes activités extrascolaires déjà avant l'université. Je faisais beaucoup de théâtre et ça me manquait beaucoup parce que j'avais pas fait ça en première année à Namur, parce que je ne savais tout simplement pas que la revue existait. Et donc du coup, je me suis directement précipité à leurs auditions l'année d'après et voilà, franchement, j'étais vraiment content. Et est-ce qu'ils t'ont pris directement ou bien il y avait besoin de certaines connaissances ou de certaines aptitudes pour faire la revue dans la team Non, acteur? ils m'ont pris directement. Et moi-même, ayant été délégué l'année d'après, je ne demandais pas d'avoir un lourd passé en théâtre. Tout ce qui comptait, c'était le moment de leur audition. Combien de répétitions par semaine est-ce que vous aviez? Avec les acteurs? Oui, avec les acteurs. Alors si je me souviens bien, au premier quadrimestre, on en fait une par semaine. Et les semaines du deuxième quadrimestre qui précèdent la revue, là on en fait 2 par semaine. Et avant le spectacle, on a des week-ends entiers où on fait ça. Et alors pour l'apprentissage du texte, c'est au fur et à mesure ou alors tu t'es donné un certain temps? Pour le connaître par cœur. Oui, pour le connaître par Donc déjà au premier quadrimestre, il est écrit petit à petit. Mhm. Donc dès qu'on a la scène 1, on la travaille, puis on a la scène 2, etc. Moi j'avais demandé à mes acteurs à l'époque, et c'est ce que mes prédécesseurs avaient fait aussi, de le connaître pour la rentrée du deuxième quadrimestre. Mais généralement, on est un peu plus flexible dans le sens où ils doivent parfaitement connaître la scène 1, parce qu'on la travaille directement la première semaine. La semaine d'après, on travaille la scène 2, donc ils doivent parfaitement connaître la scène 1 et la scène 2, et ainsi de suite pour les 5 premières semaines jusqu'à avoir fait les 5 scènes, parce qu'il y a toujours 5 scènes. Est-ce que vous coupez des parties, par exemple, que la team scénario aurait écrit de manière maladroite, ou alors est-ce que vous modifiez un peu le texte? Comment Donc ça chez se nous, il n'y a passe? pas de montage, mais oui, en quelque sorte, parce que tout ça est d'abord décidé en comité. On a une première lecture de script, et là, on dit ah non, ça on n'accepte pas, on enlève, ça on est ok. Souvent, ça va pour ne pas trop dégrader l'image d'un professeur, si on dit que ça c'est trop peu. Et après, entre nous avec les acteurs, on peut mettre un peu notre grain de sel léger pour ne pas trop changer le travail que les étudiants qui étaient dans l'équipe scénario ont fait. Par exemple, en répétition, improviser un petit peu sur son texte. Et là, on s'arrête, on dit ah, c'est drôle, c'est pas drôle, on garde pas, ou alors on change ça, on ajoute ça, on enlève ça. Un petit peu. Et toi donc, la première année, tu as incarné quel professeur? La première année, j'ai joué le professeur Martin Dessay, le prof de psychiatrie. Et est-ce que tu as déjà été à son cours pour t'approprier Tout son à fait. personnage? Ouais. Et tu prenais des notes sur sa mimie? Exactement. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai fait ça généralement une fois. Il va à un de ses cours, tu l'observes. Pour moi, c'était facile parce que j'étais en première année et il donnait cours en première année. Mhm. Et oui, tu l'observes, tu prends quelques notes, ses habitudes, puis tu le refais chez toi, tu fais en répétition devant tes délégués pour qu'ils voient, qu'ils donnent des conseils. Mhm. Les délégués vont eux aussi voir les professeurs s'ils ne les connaissent pas. Nous, on a eu le cas avec par exemple les professeurs de biomède ou pharma. Et la deuxième année, tu as incarné Le professeur Delay, le professeur de lait. Charles Delay, ouais. Et Professeur émérite qui n'est plus là maintenant. oui, qui a pris sa retraite. Le père Charles. Tu as déjà été à ces mercredis après-midi bière spéciale ou... Oui, tout à fait. J'avais été à un de ces bars là, du mercredi. J'avais pas été au spaghetti, mais j'avais bien été à ces bars, ouais. D'ailleurs, je me souviens, j'étais tout seul. Et il m'avait dit, ouais, donc moi j'offre les bières, mais j'offre selon la qualité de la conversation. Donc, tu as toujours la première bière, d'ailleurs c'est des Jupiler, et après si t'en as plus, bah, ça veut dire que tu ne t'en sors pas bien et qu'il faut partir. Et donc je le disais, j'étais tout seul avec lui. Oui. On a vidé le demi-casier. Waouh. Donc il t'avait bien apprécié. Ouais, tout à fait. Waouh. On s'était bien amusé toute la soirée. Comment ça se passe après les représentations? Après le spectacle? Oui, après le spectacle. Eh bien, en ce qui concerne les acteurs, on se retrouve dans les loges avec un sentiment de soulagement, etc. Mhm. Les acteurs des années précédentes nous retrouvent dans les loges, c'est une tradition. Puis alors, il faut aller vite, on se démaquille, on se change, etc. Puis on doit directement aller à l'Arsenal pour la soirée, parce qu'on a tous des permanentes pour travailler. Servir au bar, animer un jeu, etc. Et est-ce que vous rencontrez les professeurs avant ou après le spectacle On les rencontre, oui, tout à fait. Après le premier soir, ce qui est généralement dédié aux professeurs, il y a un drink au bar. C'est vrai que tu soulignes bien ça parce que ce que je viens de dire précédemment, ça ne concerne que le deuxième soir.
Le premier soir, on est plus cool. Le drink avec le professeur, puis chacun s'en va chez soi. Et vous avez donc l'occasion d'échanger un peu avec les profs que vous incarnez. S'ils sont présents, oui. Quelle est leur réaction d'habitude? Généralement, elle est excellente. Oui. Elle est vraiment excellente. Moi, la première année, le professeur que je jouais n'était pas là. Mais son assistante était là et elle avait particulièrement apprécié. D'ailleurs, j'avais reçu un retour par mail. L'année d'après, le père Charles l'avait adoré. Il avait même aimé un truc on avait fait une première danse. Il y avait une scène où les acteurs dansaient. Donc il s'est vu lui-même danser le rock. Et il a fortement apprécié. Il a dit, moi je ne ferai jamais ça, mais j'ai adoré me voir jouer le rock en toi sur scène. Quelle est l'image que tu gardes comme ça du premier spectacle, de la première montée sur scène? Magique, franchement magique. D'ailleurs, quand tu le refais l'année d'après, c'est toujours magique. Mais il y a quelque chose de différent parce que tu es en terre connue, tu sais comment ça va se passer, etc. Et en plus, comme tu es délégué, tu dois gérer aussi tes acteurs qui ont aussi des montagnes russes d'émotions. Est-ce que le track est le même, la première et la deuxième fois? Non, moi j'ai trouvé que c'était... Il y a toujours le track, d'ailleurs il en faut. Si tu en as pas avant de monter sur scène, ça ne va pas aller. Mais j'ai été un peu... J'en avais moins que la première année, parce que j'avais aussi l'esprit occupé sur tout ce qui devait bien se passer pour les acteurs, si ça c'était là, etc. Tout le monde était bien maquillé, tout le monde était bien là. Et est-ce qu'il y a eu des bugs sur scène parfois? Oui. La première année, il y en avait eu un acteur avait inversé ses répliques, qui ressemblaient très fort, mais qui était à deux extrêmes de la scène. On avait pu un peu retomber sur nos pattes. Et d'ailleurs, le même acteur et la même scène, il y avait eu un accessoire qui devait descendre du plafond, qui n'est pas descendu, en tout cas pas tout de suite. Vous avez fait quoi? Alors là, il faut improviser, du coup. Donc c'était de la pure impro pendant combien de temps? Ça n'a pas duré longtemps, du coup c'était une impro facile. Et la deuxième année, il y avait aussi eu un petit couac, mais de nouveau léger. Ah oui! Il fallait un accessoire qui était en fait une vidange de bière. Sauf que, entre les différentes scènes, les femmes de ménage sont passées dans les loges et ont pris ça pour un déchet et l'ont ramassé. Mais c'était un accessoire capital. Donc, moi, c'était mon job, parce qu'en plus, je rentrais un peu plus tard sur scène, parce que là, la scène commençait, il fallait y aller. Et là, je courais partout, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vite été au bar du théâtre, donnez-moi une spéciale, et videz-la moi. Et là, je l'arrête, non, ne la videz pas. Je prends quelques gorgées, ok, videz-la, je suis pressé. Et voilà, ça a été sauvé de justesse. Ah, heureusement que le bar du théâtre existe. Heureusement, ouais. Est-ce que tu te souviens encore de quelques répliques de ta première scène? Je me souviens je me souviens d'une, pas de grand-chose. En tout cas, à vif comme ça, comme tu me le demandes. Ouais. Mais il y a une chose que je me souviens, ce sont les premiers mots que j'ai dit en entrant sur scène la première fois. Et c'était quoi? Je suis arrivé sur scène en chantant, étant le chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles. Et j'arrivais en chantant... Je cherchais les rhododendrons, j'irais et je jouais dans les bois, quelque chose comme ça. Je ne sais plus quoi. Écoute, je suis pas sûre que tu feras carrière à The Voice, mais en tout cas, Loin de là. sur le moment, ça a dû être drôle. Une image que tu garderais à vie pour la revue médecine, ce serait laquelle? C'est le théâtre en lui-même. Parce que nous sommes la seule revue de Namur à faire notre spectacle au Théâtre Royal de Namur, et il est tout simplement magnifique. D'ailleurs, à l'intérieur, il ressemble fortement à un opéra en fait, avec ses loges, ses balcons, etc. Et c'est cette image-là que je retiens. Le plafond vraiment du théâtre, avec ses engelures, ses couleurs, ses sculptures. Donc la revue médecine, tu gardes un bon souvenir, tu conseillerais à tout le monde. Ouais. Et c'est ça que je trouvais important pour les étudiants, c'est que donc que tu aies le cercle ou une régionale ou la revue ou n'importe, un groupe d'étudiants, c'est très important, à la fois pour l'extrascolaire, mais aussi pour le scolaire, parce que mine de rien, il y a de l'entraide, il y a des conseils, il y a des partages de synthèse et autres. Donc c'est très important. Après le bachelier à Namur, tu as été à Bruxelles. Je fais le master à l'UCL à Bruxelles. Pour le master. Et donc depuis 2 ans, tu fais partie du Chefcott, qui est le logement étudiant le plus cuistot de tout le campus. Pourquoi tu as choisi un quota projet centré autour de la nourriture? Ah! Eh bien en fait, c'est parce que entre le bachelier et le master à Bruxelles, dans le quota projet de la cuisine de l'UCL, il y a eu une année de blanc. La bac 3, je n'ai rien fait. J'étais dans aucun groupe, mais j'ai pris un quota normal avec mon coloc, qui est toujours mon coloc actuel. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire de la bonne cuisine. Donc on s'est impliqué dans la cuisine juste à nous deux en bac 3. Moi, je n'y connaissais rien, mais lui avait déjà beaucoup de connaissances culinaires. D'ailleurs, lui avait hésité à l'époque entre médecine ou chef cuistot.
Donc j'ai déjà appris beaucoup. Et j'avais déjà beaucoup de copains et de copines qui étaient membres au Chefcott, des anciens de la revue notamment. Et je me suis dit, bah pourquoi pas? Parce qu'il est possible de faire membre en externe. Et ben c'est ce qu'on a fait. On est allé à leur souper de recrutement en ayant préparé un bon plat, etc. Et on a été pris. Et qu'est-ce que vous avez préparé comme plat ce jour-là? Je me souviens, on avait fait un plat salé. Lui, il avait fait un plat mauricien. Je pense que c'était une rougaille ou quelque chose sur du riz en tout cas. Et moi, j'avais fait des tortelloni aux épinards revisités avec une graisse de cuisson à la chorizo. Au chorizo, le saucisson mexicain, là. Waouh. Chorizo. Waouh. Avec tomates, basilic. Et... C'était assez simple, mais à la fois c'était pour le montrer que je pouvais me débrouiller, mais que j'étais basique et que je voulais apprendre à faire mieux. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. C'est quoi un conseil que tu donnerais à ceux qui veulent intégrer un CAP? Bah alors, le plus important, c'est d'être vraiment quelqu'un de social et de bonne envie. Parce que ça sera... Les membres du quota projet seront plus tentés de te prendre. Et sinon, chaque quota projet a ses critères. Par exemple, nous, c'est important, pas spécialement de savoir cuisiner, mais en tout cas de savoir avoir des moments de sérieux où on peut s'investir. Parce qu'il y a certaines activités qui prennent beaucoup de temps, comme le banquet. Et est-ce que le fait voilà, d'habiter autre part que dans le quota projet, est-ce que c'est aussi accessible? Est-ce que tu y vas quand tu veux? Est-ce que tu... On y va beaucoup. On y allait encore plus quand c'était hors Covid. Moi, j'allais par exemple manger tous les midis là-bas. Et un soir sur deux, j'allais là-bas. Pour les différentes activités, de soirées et tous les gens passent. Cette année, tu gères les finances du Chefcott. Ouais, c'est ma deuxième année au Chefcott et j'ai la tâche de trésorier cette année. Et en quoi consistent tes tâches? Alors, moi je suis tenu donc, de mettre par écrit sur un logiciel toutes nos dépenses et toutes nos entrées d'argent, absolument tout. Je dois faire des demandes de subsides pour différents matériels, je dois m'accorder sur les prix pour nos activités, les seuils de prix d'entrée, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Quand on fait des activités et qu'on a besoin d'un fond de caisse parce qu'il nous faut du cash, par exemple s'il y a des trucs à acheter, etc. Au niveau de la cuisine, je dois aller à la banque chercher un fond de caisse. On en a déjà une base, mais il faut le compléter. Ça dépend un peu du budget de l'activité. Et donc c'est toi qui négocies un peu tous les contrats avec les fournisseurs, je sais pas, ceux qui vous soutiennent? Ça dépend parce que nous on n'a pas ce genre d'activité où il nous faut des fournisseurs spécifiques. Mais note bien, quand on avait l'activité œnologie, il fallait s'arranger avec l'œnologue en question. Mais oui, donc du coup c'est redistribuer l'argent. Tout ce qu'ont payé les participants est utilisé pour rembourser l'œnologue. C'est un exemple. Et nous, pour ce qu'on a dû fournir pour l'activité. Chefcott, est-ce que vous avez un champ du GOT? On en a un, oui. C'est surtout utile pour la guindaille. Qui a inventé ce champ? Est-ce que vous le changez tous les ans? Est-ce que c'est toujours le même? Le Chefcott Project est un quota projet assez récent. Il n'est pas aussi vieux que le Papyrus qui a 25 ans, il me semble. Je crois que le Chefcott a une grosse dizaine d'années, il doit avoir 15 ans maintenant, je crois. Et j'imagine que c'est les premières générations qui ont inventé le chant. Mais à mon avis, ça doit sans doute être la première, parce que chaque quota projet a un hymne comme ça. D'accord. Ouais, donc ça doit être la première génération, ceux qui ont remis à jour le Chefcott. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres habitudes à part chanter votre hymne dès le matin? Oui, on a d'autres habitudes. On fait le pain nous-mêmes, on fait le yaourt nous-mêmes, chaque matin. On mange toujours tous ensemble le soir, enfin pour ceux qui sont là, parce que chacun a le droit d'avoir sa vie aussi. Alors chaque soir, quelqu'un doit cuisiner pour tout le monde. Il peut faire un plat facile, ou il peut faire quelque chose de plus compliqué selon son envie, son désir. Quelle image tu gardes du Chefcott? Puisque je suppose que cette année tu vas quitter le COT, vu que dernière année. Les grandes cliniques commencent pour toi déjà en juillet. Quel événement ou quelle image il te reste dans l'esprit après ces 2 ans? Je crois que c'est vraiment notre plus gros événement qui est le banquet. C'est beaucoup d'investissement, mais c'est vraiment un moment formidable que je souhaite à tout le monde. Surtout à ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire cette année à cause du Covid. J'aimerais bien qu'on finisse un peu cette interview en parlant de sport. Mon petit doigt m'a dit que tu pratiques le golf. Tous les week-ends, tu es sur les greens de Wallonie, c'est bien ça? Non, je suis quand même joueur assez irrégulier. D'où est-ce que ça te vient? Mais c'est de famille en fait. Mes grands-parents sont golfeurs, mon oncle, mes cousins. Ouais, c'est vraiment pour suivre les rênes de la famille. Ouais. C'est quoi le secret pour faire un twist réussi? Un swing. Un swing. Je dirais que c'est de ne surtout pas forcer. Si tu te dis que tu veux aller loin et que tu vas forcer, c'est foutu. J'aimerais qu'on termine sur une note drôle et rigolote. Alors les prochaines 5 questions vont être un peu décalées.
À toi de décider si les réponses le seront tout autant. Quel est le meilleur moment et la meilleure phrase pour trinquer? Moi, j'aime bien. Une phrase ou un mot? Un mot, une phrase, comme tu veux. Moi, j'aime bien si on boit une chope, que ce soit en verre ou en bouteille, c'est de commencer par faire chin avec le bas de la bouteille ou du verre, en disant le cul d'abord, et de terminer en faisant chin avec le dessus du verre ou la bouteille, et dire les sentiments après. Le cul d'abord, les sentiments après. Le cul d'abord, les sentiments après. Écoute, tu m'apprends quelque chose aujourd'hui. Quel animal exotique voudrais-tu adopter? Ah, j'ai déjà pensé. Tu y as déjà pensé? Ouais. Ah ben, mes questions, elles sont pas aussi loufoques qu'elles le paraissent. Non. J'aime bien les serpents, mais je ne veux pas un serpent. J'ai déjà pensé à un gecko ou un caméléon ou quelque chose comme ça, tu vois. Un gecko? Plutôt un caméléon. Un caméléon? Mais pourquoi un caméléon? C'est exotique, non? Oui, c'est exotique, mais qu'est-ce que tu en ferais avec? Rien. Rien? C'est ça que j'en ai pas pris d'ailleurs. Mais j'ai déjà été dans un voyage où on les vendait pas cher, dans un marché. Ah oui. 5 euros, 5 euros. Enfin, c'était pas 2 euros. Et j'étais trop chaud. C'était trop Et je chaud. me dis, est-ce que ça passe la douane? Je ne sais pas. L'avion? Je ne sais pas. T'aurais dû Et l'endormir. sur place ici, qu'est-ce que je fais? Dans sa vie, j'y connais rien. Le gars me disait rien, je parlais pas sa langue. Je connais juste, il savait juste me dire le prix. Tu sais ce que mange un caméléon ou pas? Je ne sais même pas, des mouches? Des mouches? Non, c'est le crapaud, ça. Je suis pas sûre. Non, en vrai, il doit être omnivore un peu, non? Je ne sais pas. Oh mon dieu. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il changeait vraiment. S'il changeait de couleur, si je le mettais sur une feuille de couleur ou quoi. Je pense qu'il change en fonction des saisons, en fonction de la journée et de la luminosité. Ah, pas à cause de la couleur qui est en dessous d'eux. Bah, Oui, t'as raison aussi. s'ils ont peur, ils vont se camoufler, donc ils vont... Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais Donald Trump? Avec sa personnalité? Avec sa personnalité et un grain de latine également. C'est dur comme question, parce que je le déteste de tout mon cœur. S'il avait un peu de ma personnalité, c'est impossible parce qu'il changerait complètement sa politique. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais le pouvoir comme Donald Trump? Qu'est-ce que tu changerais dans le monde, par exemple? Dans le monde? Dans le monde, en Amérique, en Europe, en Moi, je Asie. serais fort tourné sur le climat. Et on pourrait facilement y arriver. Parce que si j'avais le pouvoir de l'État, comme tu dis, et les fonds de ce gars-là, ce serait d'investir un max là-dedans et de faire un système de récompense pour tous les acteurs possibles, que ce soit des ingénieurs ou à plus petite échelle, pour faire en sorte d'avoir des solutions plus rapidement. D'ailleurs, ça peut aller très vite, hein, si on met vraiment les gros moyens pour aller à une transition plus rapide. Est-ce que tu chantes une chanson sous la douche le matin? Non, je ne jamais. 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 Tu prends ta douche en silence. Déjà, je prends une douche le soir. Mais non, je ne chante pas en douche. Je me suis déjà fait la remarque parce que j'entends parfois d'autres chanter, mais pas mes collègues. Mes collègues ne chantent pas sous la douche non plus. Ouais. Que fait une pilule dans un pot à pilule? Elle attend d'être ingérée. Elle se sent comprimée. Pas mal. Merci Antoine d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je te souhaite un beau parcours rempli de succès, de rigolade. N'hésitez pas à le suivre dans ses prochaines aventures sur les réseaux sociaux. Pour tous ceux qui veulent te suivre, est-ce que tu peux nous donner un endroit où te trouver? Ouais, sur Instagram. Très bien. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Merci d'avoir rejoint ma conversation avec Antoine. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en nous laissant un petit commentaire sur Instagram où nous sommes tous les deux très présents. On pourra ainsi le voir et vous remercier. Quant à nous, on se dit très vite pour un tout nouvel épisode Made in Talk. Dans ce podcast... Mais je crois que ce que j'ai le plus aimé comme premier cours en médecine, c'était le cours d'anatomie. Un vrai crabout de chat, sans queue ni tête. Les femmes de ménage sont passées dans les loges et ont pris ça pour un déchet et l'ont ramassé. Mais c'était un accessoire capital. Est-ce qu'au chef-cote, est-ce que vous avez certains... Allez Antoine J'écoute mon interlocutrice. Ouais, c'est ça. Une idée machiavélique. Merci pour le bruit de la paille.